Bon bah on est parti ensemble pour une nouvelle revue de l'actualité automobile. On va parler aujourd'hui de pas mal de sujets un petit peu marrants et aussi de pas mal de petites bonnes nouvelles quand même. Alors niveau sujet marrant, on va parler du BMW XM parce que, et je pense que ça ne vous étonnera pas, c'est un énorme flop. Mais on en est à un point où c'est littéralement le plus gros flop de tous les temps de BMW. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur ce flop qui n'est pas si étonnant que ça. On parlera du retour du blason STI chez Subaru avec là aussi une petite surprise et un truc un peu bizarre. Et puis pour terminer, quelques bonnes petites nouvelles aussi, puisqu'on a certaines ZFE qui commencent un petit peu à faire marche arrière, et on parlera aussi de normes café qui vont vraisemblablement s'alléger, s'adoucir pour voilà, faire retomber un petit peu la pression qui pèse sur nos constructeurs historiques européens depuis maintenant plusieurs années. Ce sont les sujets du jour, j'espère que la vidéo vous intéressera, si c'est le cas bien sûr je compte sur vous pour le montrer, comme d'hab en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire aussi. Alors, on va parler flop aujourd'hui avec le BMW XM qui est tout simplement le plus gros flop de chez BMW, c'est un flop retentissant. Est-ce vraiment étonnant? On sait bien que le design de ce véhicule est extrêmement contesté depuis les premières annonces. Il y en a qui apprécient, il y en a qui trouvent ça simplement très laid, et on dirait bien que le camp des gens qui trouvent ça très laid ont gagné. Ce qui est fou, c'est que BMW a pensé ce XM pour le marché américain. Et aux États-Unis, la cible de ce BMW XM en 2024 ne s'est vendue aux USA que 1974 exemplaires du XM. À titre de comparaison, la BMW Z4, qui est pourtant un peu plus ancienne et qui est sur un marché beaucoup plus niche que le XM, qui est quand même sur le marché des SUV, c'est un marché ultra porteur, quoique saturé. La Z4 qui est un roadster 2 places, l'année dernière aux États-Unis, il s'en est vendu 2129, c'est presque 200 de plus que le XM. Alors c'est pas fou non plus, mais c'est moins étonnant. Alors les raisons à ce flop, elles sont assez faciles à comprendre. Déjà, le design, je pense que là, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là, personne ne devrait tomber de sa chaise en attendant que le XM était très critiqué pour ses lignes ultra tendues et son style ultra brutal. Il est aussi gigantesque et super lourd, ça fait 2 tonnes 8, ça fait 5 mètres 11 de long, plus 2 mètres de large, 1 mètre 75 de haut. Il a également souffert du fait d'être un hybride rechargeable. Les hybrides rechargeables sont maintenant très critiqués parce que, sur le papier, ce sont des véhicules plutôt économiques parce qu'ils ont une partie électrique qui leur permet de rouler en mode tout électrique et d'économiser du carburant sur quelques dizaines de kilomètres. Sauf que, en réalité, sur un mastodonte comme ça, une fois que la batterie est vide, si on part pour un long trajet, ça devient un gouffre à faire rouler. Les retours d'utilisateurs sont d'environ 15 litres au 100, ce qui n'est pas spécialement étonnant, sachant qu'une fois que les batteries sont vides, elles deviennent un véritable poids mort et que la motorisation est par contre assez généreuse. Ça va mettre à son crédit. On retrouve sur ce véhicule un 6 cylindres 3 litres turbo et un V8 4 litres 4. Sur les grosses versions, en tout cumulé, ça fait 750 chevaux, donc c'est vraiment un monstre. Mais forcément, 15 litres au 100 dans un monde dans lequel on n'arrête pas de nous parler d'économie de carburant, ça fait beaucoup. Mais surtout, ce BMW XM a souffert de la concurrence interne parce que, et ça ne vous aura probablement pas échappé, chez BMW, des SUV, il y en a plein, il y en a même peut-être trop. Il y a le XM, le X5, le X4, le X3, le X2, le X1, le iX3, le iX2, le iX1 et le iX, qui est d'ailleurs encore bien plus laid. Il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup trop, et forcément, quand on en rajoute encore un, et qu'il est extrêmement cher, parce que c'est quand même 200 000 $ pour la version V8 et aux alentours des 150 000 pour la version 6 cylindres, le X5M propose à peu près pareil côté performance, pour environ 30 000 $ de moins aux États-Unis, sans le côté design bizarre, même si bon, X5 c'est déjà gros, ça devient compliqué de lui trouver des arguments. En réalité, BMW avec ce XM a tenté de faire un SUV ultra statutaire. Il pensait que les gens blindés allaient se ruer sur le XM juste pour montrer qu'ils avaient de l'argent. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, et du coup, le SUV XM est un giga flop à tel point que BMW l'a annoncé sans surprise qu'il n'aura pas de descendance. Le XM c'est donc une parenthèse durant laquelle BMW s'est un petit peu égaré. Ça veut pas dire que BMW va arrêter de faire des SUV, ça veut pas dire non plus que BMW ne fera plus jamais de projet un peu démentiel comme ça, simplement il n'y aura pas de XM2 de prévu pour les prochaines années. Bon, je voulais aussi vous parler du retour de la division STI chez Subaru, et ça arrive un peu par surprise, puisqu'il y a 3 ans, Subaru avait annoncé qu'elle ne développerait plus de version STI spécifique à la WRX actuelle, notamment à cause des régulations et des nouvelles normes anti-pollution. Et finalement, Subaru revient avec une nouvelle version STI avec quand même un gros changement. Alors ce sera pas une électrique, on a bien la confirmation qu'elle aura un moteur turbo, 4 cylindres 2 litres 4, qu'elle fera 296 chevaux, c'est un petit peu moins que la S209 qui faisait 341 mais qui est un modèle un petit peu à part. La bizarrerie de cette nouvelle Subaru se trouve non pas au niveau du moteur, mais au niveau de la transmission, puisque Subaru a abandonné la boîte 6, alors non pas pour une boîte automatique, mais pour
roulement de tambour, et ça va peut-être vous faire mal si vous êtes fan de Subaru. Cette STI va avoir la transmission performance Subaru, hein, la SPT, qui est tout simplement un CVT. C'est ahurissant, mais cette nouvelle Subaru Impreza va avoir une boîte à convertisseur. Vous savez, ces boîtes comme sur les scooters, hein, où le moteur se cale sur le régime optimal et il reste. C'est une des manières qu'a trouvé Subaru pour réduire la consommation et donc réduire les émissions de CO2 et donc revenir avec une version STI. Mais c'est vrai que pour les fans de Subaru et les fans du blason STI, c'est un peu comme se faire cracher au visage par sa marque préférée. Hein. Alors évidemment, ils essaient de noyer le poisson en disant qu'il y a tout un tas de nouveautés sur la voiture, comme par exemple des jantes 19 pouces BBS, des pneus Pilot Sport 4S en 255/35R19, des freins Brembo, du carbone pour l'esthétique et pour réduire le poids de la voiture. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur les performances, mais en vrai une boîte à convertisseur n'interdit pas du tout d'avoir une voiture performante, c'est juste que c'est extrêmement bizarre à conduire et qu'on n'imagine pas du tout ce genre de transmission sur des voitures à vocation sportive. Ce qu'on sait pas non plus, c'est le prix. Ce qu'on sait par contre, c'est que cette STI sera rare. Il n'y aura que 500 unités qui seront faites. Donc on va dire que Subaru prend pas non plus un énorme risque avec cette voiture-là, parce qu'il y a fort à parier quand même que des nerds passionnés de technologies un peu bizarres sur l'automobile estiment qu'elle mérite d'être dans leur collection. On verra ce que ça donnera. Je suppose qu'on aura d'autres informations bientôt sur cette voiture-là. Ça reste une vraie bizarrerie, un vrai ovni dans le monde des voitures sportives. Hein. On va aussi parler de bonnes petites nouvelles concernant les ZFE. Alors ça commence doucement, mais sûrement. Il y a en France, vous le savez, un vrai mouvement de contestation concernant les ZFE. On en a beaucoup parlé depuis le début de l'année parce que depuis le 1er janvier 2025, dans 3 grosses ZFE, les critères 3 sont interdits. C'est un véritable scandale parce que les voitures critères 3 ne sont pas si vieilles que ça et elles représentent beaucoup de voitures en France. Et d'un autre côté, concernant les ZFE, il y a plusieurs villes, donc toutes celles qui font plus de 150 000 habitants en France, qui normalement devaient être assujetties à la ZFE. Il y a un vrai mouvement de contestation et encore, on n'en voit pas vraiment la couleur pour le moment parce qu'il n'y a pas d'amende pour le moment et parce qu'il n'y a pas vraiment de vraies interdictions. Les vraies interdictions vont commencer en 2026 quand les premiers PV vont pleuvoir. Dans certaines villes, on n'a pas envie d'attendre 2026 pour éventuellement se faire gilet jaune aide et on a donc décidé de faire quelque chose d'assez intelligent, c'est de faire des mesures de la qualité de l'air pour voir si oui ou non la ville en question devait se transformer en ZFE comme à Toulon par exemple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir fait intervenir Atmosud et après avoir lu leur relevé, Toulon n'a pas besoin de devenir une ZFE. En tout cas, pas dans les 12 prochains mois. C'est bien sûr considéré par les habitants comme une bonne nouvelle parce que la ZFE sur une ville comme Toulon aurait impacté environ 5500 automobilistes classés hors critères et critère 5. Donc ça concerne les locaux qui auraient dû changer de voiture pour continuer à circuler dans la ville, mais on rappelle que Toulon, c'est aussi un axe très important pour tous ceux qui font Nice-Marseille ou Marseille-Nice. Donc ce report d'un an laisse un petit peu de répit aux habitants pour éventuellement trouver une nouvelle solution ou acheter une nouvelle voiture, mais surtout, le responsable de la métropole de Toulon a annoncé que d'autres mesures allaient être prises pour réguler et améliorer la qualité de l'air et qu'ils aient travaillé sur ce qui produit le plus de pollution comme le transport routier et l'habitation. C'est pas une mauvaise chose d'entendre ça parce qu'effectivement les voitures ne sont pas responsables de toute la pollution et en réalité il y a plein de villes dans lesquelles une grande partie de la pollution est plus due aux industries ou au transport routier et que tout faire reposer sur le dos des automobilistes, à force, ça commence à faire beaucoup. On verra si d'autres ZFE suivent le mouvement. J'ai utilisé l'exemple de Toulon pour que ce soit assez parlant pour tout le monde, mais sachez que Mulhouse est un petit peu dans la même situation et a aussi décidé de repousser sa ZFE. Et justement, en parlant de pollution, en parlant de normes et de CO2, de tout ce qui va avec, sachez que les choses bougent enfin. Alors pour l'instant, rien n'est totalement validé, en tout cas du côté de l'Union Européenne, parce que du côté des Britanniques, ça semble déjà un peu plus validé, mais en Angleterre, le gouvernement va reculer sur les amendes infligées via le mandat ZEV, c'est l'équivalent des normes café pour la France ou pour l'Union Européenne, des amendes qui sont appliquées à tous les constructeurs qui ne respectent pas une certaine quantité, une certaine proportion de voitures électriques vendues. On n'entend pas trop parler de ce qui se passe en Angleterre ici parce que c'est vrai qu'en France on a nos problèmes et on en a déjà beaucoup à régler. Mais en Angleterre la situation est particulièrement dramatique et à force justement de faire pression sur le gouvernement européen, l'industrie automobile a réussi à faire un petit peu changer les choses. Le porte-parole du Premier ministre anglais a promis qu'il y aurait de la souplesse dans l'exécution des peines, sans revenir par contre sur les prochaines échéances, ce qui veut dire que année après année, les constructeurs vont quand même devoir respecter un planning de vente de voitures électriques de plus en plus tendu. Il y aura peut-être d'autres ajustements plus tard. En tout cas, même si on n'a pas plus de précision pour l'instant sur ce qui va être changé, les constructeurs vont obtenir un petit peu de lest et c'est une bonne chose parce que c'était soit ça, soit malheureusement des fermetures d'usines. D'ailleurs, autre mesure de soutien du côté de l'Angleterre, puisque l'Angleterre ne peut tout simplement pas payer de bonus, ils n'ont pas assez d'argent dans les caisses pour pouvoir faire ça. Il serait question d'une réduction de la TVA sur les voitures électriques qui passerait de 20% à 10% pour que mécaniquement le prix global payé par le client d'une voiture électrique baisse légèrement. Mais du côté de l'Union Européenne, ça commence aussi à changer un petit peu et ce qui est assez
assez fou, c'est la vitesse à laquelle les politiciens retournent leur veste. Il y a Teresa Ribera, qui est la vice-présidente de la Commission européenne, qui il y a quelques semaines encore disait que rien ne changerait et que le planning ne bougerait pas d'un iota. Bah finalement, elle se range du côté de la CEA et de Luca de Meo et va aller argumenter auprès de Ursula von der Leyen pour obtenir là aussi un petit peu de lest pour les constructeurs européens. L'idée en question, ce serait pour l'instant de faire un lissage des amendes, c'est-à-dire que si une année un constructeur doit payer X milliards d'euros d'amende, il pourra les lisser sur plusieurs années, de sorte à ne pas avoir un gros trou dans la caisse dès l'année 2025. Est-ce que d'autres solutions seront imaginées? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un report de certaines deadlines? Pour l'instant, on n'en parle pas vraiment. Ce qu'on sait quand même, c'est que l'Union européenne a un peu peur quand même que justement tous les constructeurs se mettent à acheter des crédits CO2 à Tesla et à des marques chinoises, ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer, et que l'industrie automobile devienne à terme encore plus dépendante des États-Unis ou de la Chine. Affaire à suivre, en tout cas, plein de petites bonnes nouvelles, je dirais, pour terminer cette petite semaine